Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous présenter les différents types de rives droites que l'on peut retrouver sur un versant de toiture. Donc pour ça, je vous ai dessiné sur cette perspective un chantier monopan. Donc on va faire la distinction tout de suite entre le chantier réel tel qu'il est sur mon bâtiment, ici en orange, et le versant de toiture que je peux moi retravailler sur mon épure en le prolongeant, comme ici par exemple. Je le reprolonge jusqu'à un plan de trave, donc ce plan de trave qui est la rencontre entre la dépassée de toit et la pente, et qui crée un niveau horizontal de référence que l'on va utiliser seulement comme un trait de construction. Donc mon versant, moi, est toujours déterminé sur l'épure par cette ligne d'égout, que l'on appelle parfois aussi sablière de dégauchissement. Là, volontairement, j'insiste sur le terme ligne d'égout dans cet exemple-là, puisque je veux bien faire la distinction entre la sablière de pente, qui est le nom de la rive, et non pas la sablière de dégauchissement. C'est deux choses différentes avec le même nom. Donc voilà, attention à ce genre de petite confusion au niveau des appellations. Donc à partir de là, mon chantier est déterminé par différentes rives. Je commence tout de suite par cette rive dite droite, puisque on est en terrain connu, c'est le sujet le plus couramment utilisé sur les chantiers, c'est-à-dire que le pignon ici vient couper mon versant suivant la ligne de plus grande pente, donc suivant un chevron d'emprunt, parallèlement à un chevron d'emprunt qui est toujours d'équerre à la ligne d'égout. Et à partir de là, mon raccord se fait assez simplement, c'est un chevron qui est donc à la fois face à plomb et lati, et au niveau de la couverture, je peux facilement étancher ça, soit avec de la zinc gris, soit même avec des accessoires de tuiles mécaniques par exemple. Donc je n'insiste pas plus sur la rive droite, c'est un sujet que l'on traite plutôt au niveau des fermes en début de CAP. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt justement ces autres rives qui concernent un peu le mi-chemin entre le CAP et le BP. Ça fait partie de la fin du programme de CAP, mais c'est généralement plutôt traité sérieusement en début de BP. Donc de l'autre côté de mon versant, j'ai ici une rive qui est oblique, ou que l'on appelle donc une rive biaise. C'est un plan, donc vertical ou pas, ça dépend des cas de figure, mais généralement vertical, qui vient découper mon versant ici, suivant un angle quelconque par rapport à mon chevron d'emprunt. Donc ça peut être par exemple pour venir coller contre un bâtiment mitoyen qui aurait un angle différent d'une autre, qui serait biais par rapport à une autre, ou comme ça peut être le cas en bas de pente, pour suivre un angle de la voirie par exemple. Donc cette rive biaise, elle va être déterminée donc par différents points, et de la même manière, je peux également prolonger ma ferme biaise ici pour revenir jusqu'au plan de trave ou éventuellement au fêtage si besoin. Donc il faut bien faire la distinction entre l'élément réel sur le chantier, qui est lui défini dans l'espace, et ma ligne de construction que je peux moi faire filer jusque là où ça m'intéresse. Donc cette rive biaise, pour reprendre les charges de couverture et tout ce qui va nous intéresser en charpente, je vais ensuite devoir placer des pièces de bois dessous. Comme je vous ai symbolisé ici deux vues par bout de chevron de rive biais, je peux avoir à chaque fois le choix de mettre soit le chevron face à plomb pour avoir une face sur laquelle viendra se clouer le bandeau, et donc qui se retrouve délardé dessus et dessous pour venir reprendre mes litos et poser à plat sur une panne. Je peux avoir des cas de figure ici avec ce chevron de rive à dévers qui lui va être donc dans la chambrée de chevron, entre le lito et les pannes, et qu'il va falloir délarder ici pour faciliter l'étanchéité de la rive, et pour des questions esthétiques, bien souvent on va le délarder face à plomb. Donc ces détails de conception et la recherche de coupe qui découlera de ces pièces, je les détaillerai dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, j'aimerais juste vous montrer comment trouver les élévations de ces rives, donc les vues de côté de mon bâtiment. Donc pour ça, on va déterminer l'altitude de différents points, et ensuite retrouver les vues par bout de ces éléments, donc surtout du fêtage de pente et de la rive biaise, puisque c'est ce qui va parfois mettre en difficulté un certain nombre d'entre vous. Voilà. Donc au niveau des appellations, quand ce même plan oblique, donc un plan incliné par rapport à ma ligne d'égout, vient découper mon versant en bas de pente, j'obtiens ce que l'on appelle une sablière de pente. C'est le nom de la rive et également de la pièce de bois qui va venir soutenir ma charpente. C'est bien pour ça que je ne vais pas en plus mettre une troisième fois le mot sablière avec ma ligne d'égout pour éviter les confusions, mais c'est vrai que c'est voilà, important de bien distinguer le chantier réel du chantier théorique sur l'épure. Donc cette rive sablière de pente ici est déterminée
avec 2 points à une altitude différente puisque je suis sur un versant plan. Si j'étais sur un versant gauche, ce qui arrive parfois à certains qui ne respectent pas forcément la planéité des versants, si on vient découper un versant de toiture en biais sur notre vue de dessus, inévitablement on va se retrouver avec une rive ici de pente. Et ça, c'est un cas de figure systématique. Si on ne respecte pas ça, on tombe sur des versants gauches. C'est-à-dire que l'on aura des pentes différentes sur les 2 pignons et que notre versant va se tordre. Ce qui va modifier l'esthétique, pour ne pas dire abîmer, et vraiment compliquer l'étanchéité de notre versant. Quand ce phénomène se produit en haut de notre versant, au niveau du faîte, c'est ce qu'on va appeler un faîtage de pente. Donc peu importe que ce soit un seul monopan, seul par exemple sur poteau, qui soit contre un mur ou qu'il y ait un autre versant de l'autre côté, on appellera ce type de rive un faîtage de pente. Voilà. Donc faîtage de pente en haut, sablière de pente en bas, rive biaise sur le côté. Voilà en gros les appellations qui vont nous intéresser. Et donc ce même sujet, je vous l'ai retracé ici sur une vue de dessus. Donc ça, c'est ce que l'on va retrouver sur notre RD pur. Et on va voir comment tracer justement l'élévation de ces rives et donc ensuite pouvoir faire la conception des pièces de bois qui viendront dessous. Ce qu'il est important de comprendre, et qui sera vrai sur tous les chantiers, c'est comment déterminer l'altitude d'un point de ma vue en plan. Et ça, c'est pas compliqué, mais souvent certains sont un peu perturbés par cette recherche d'altitude. Il suffit, quand on a un point sur la vue en plan, je vous le montre d'abord sur la perspective, comme ici par exemple, ma rive est déterminée par ces 2 points. Et donc je vais les envoyer de niveau sur ma pente, donc sur mon chevron d'emprunt. Qui dit de niveau dit parallèle à ma ligne d'égout. Et donc là où ils viennent taper ma pente, j'obtiens leur altitude par rapport au niveau 0. Donc là j'obtiens l'altitude de ce point par rapport à la ligne de trave et l'altitude de celui-ci. Donc ça me donne ces plans de ramènerie. Moi quand je parle de niveau 0, ça n'a rien à voir avec la dalle ou l'altitude du chantier, c'est bien le plan de trave. Donc ce niveau 0, que j'appelle parfois aussi le sol, c'est le plan de trave sur mon RD pur. Voilà. Et donc une fois que l'on obtient la hauteur de ces points, donc ici sur ma vue en plan, j'ai fait filer les 2 points qui m'intéressent jusqu'à taper mon chevron d'emprunt en élévation. Et donc par rapport à ma ligne de trave, j'obtiens leur altitude. Et une fois que je connais cette hauteur, je peux la remettre ici sur une élévation. Donc pour ma rive biaise, par exemple, j'ai couché cette rive, puis je l'ai faite glisser, ce qu'on appelle échasser. Donc j'ai échassé ma ligne de trave d'une valeur quelconque par rapport à la vue en plan, pour éviter que ces 2 lignes soient confondues l'une sur l'autre et éviter des confusions au moment de la recherche de coupe. Donc j'ai élevé 2 lignes ici verticales, qui sont inévitablement d'équerre à ma ligne de trave qui représente l'horizontalité. Et je n'ai plus qu'à reprendre mon altitude, la remesurer et la remettre ici sur mon élévation. Et à partir de là, je retrace donc la vue de côté de ma rive. Bien souvent, on va faire filer les éléments en élévation jusqu'au plan de trave. Même si sur le chantier ils sont tronqués et que la pièce de bois s'arrête, j'ai très souvent besoin d'avoir le pas au sol de ma pièce de bois, donc son empreinte sur mon plan de trave, pour pouvoir trouver les coupes des éléments qui viennent contre. Donc de la même manière que je l'ai fait ici sur la perspective en faisant filer ma rive biaise, je peux le faire ici sur l'élévation et je vois bien que mon point 0 coïncide avec le croisement de ma rive biaise en plan et de ma sablière de dégauchissement. Donc j'aurais pu éventuellement me passer de ce point-là et relier directement mon point bas à mon point haut et envoyer celui-ci dessus. Donc si j'ai été précis, je retombe exactement avec la même altitude des 2 côtés. Voilà. J'espère que c'est clair pour la rive biaise. Pour la sablière de pente, c'est exactement le même cheminement. Je fais une vue de côté, donc en symbolisant d'abord le sol. Donc je trace une ligne de trave parallèle à ma pièce en plan sur mon dessin. Donc je peux l'échasser ou pas, je peux la coucher vers le haut, vers le bas, la faire glisser dans le sens que je veux, ça peu importe. Mais ensuite, j'élève donc 2 traits verticaux, donc d'équerre à la ligne de trave par rapport à la vue en plan, et je prends leur altitude que je remets sur mon élévation, ce qui me donne ici l'élévation de ma sablière de pente, que l'on appelle aussi parfois la vraie grandeur de ma pièce de bois. Ensuite, pas de secret, je fais exactement la même chose pour le faîtage de pente. Donc j'obtiens mes 2 points, j'élève mes axes, donc que je marque, mes verticales sont marquées le plus souvent en trait d'axe.
Je remets la hauteur de mes points que j'avais obtenus ici, donc mon ramènerai 3 et ma hauteur de couronnement. Donc ma hauteur de couronnement se remet ici, mon ramènerai 3 là, et j'obtiens la vraie grandeur ou l'élévation de mon faîtage de pente. Généralement, le terme vraie grandeur est plutôt utilisé par les menuisiers et élévation par les charpentiers, mais c'est en gros la même chose. C'est bien la recherche de vraie grandeur de la pièce. Donc une fois que j'en suis arrivé là, je vais maintenant détailler la vue par bout des pièces de bois. Moi, je vais faire une petite pause et je vous le refais tout de suite après pour éviter de surcharger ce dessin qui est déjà un peu fouillis. Mais une fois que vous allez obtenir donc l'élévation et la vue par bout, qui vous permettra d'avoir soit la recherche de coupe des pièces qui viennent contre, soit le délardement et éventuellement rencreusement des pièces de bois, ensuite vous allez retomber dans des situations de recherche de coupe connues. Donc pour toutes les pièces face à plomb, que ce soit la sablière ou le faîtage, si la pièce est disposée face à plomb, je vous renvoie vers la vidéo sur les recherches de coupe par alignement. Et à l'inverse, si la pièce est disposée à dévers, ce qui peut être aussi le cas d'un faîtage, d'une sablière ou d'un chevron-biais, dans ce cas-là, on va plutôt utiliser les recherches de coupe par la herse. Donc j'avais également fait une vidéo là-dessus, et j'en referai d'autres ensuite au cas par cas un petit peu plus détaillé. Mais normalement, avec ces généralités, vous pouvez déjà vous sortir de pas mal de cas de figure. Et en ce qui concerne les pas au sol, je vous ai dit que bien souvent on faisait filer les pièces jusqu'au niveau 0, donc le sol, notre niveau 0, notre plan de trave à nous. Souvent, sur les faîtages de pente, on ne pourra pas faire filer le faîtage jusqu'au niveau 0, puisque ça irait chercher bien en dehors de notre RD pur. Et donc dans ce cas-là, on va plutôt privilégier les recherches de coupe par la vue par bout. Donc ce que l'on fait sur un pas au sol, on peut faire la même chose sur la vue par bout. Et ça, je vous le détaillerai aussi dans une prochaine vidéo sur les recherches de coupe par la herse, par la vue par bout, qui est un cas un petit peu spécifique. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Je vous efface ça et je fais tout de suite les démonstrations de la recherche de vue par bout pour ces pièces-là. Nous voilà prêts pour la suite, histoire de détailler comment tracer les vues par bout de ces rives de pente ou biaise. Ici, je vous ai tracé deux chantiers vus de dessus. Donc celui-ci est un monopan avec un faîtage de pente et une sablière de pente, coincé entre deux pignons droits. Et là, à l'inverse, une sablière et un faîtage ici de niveau, mais deux rives biaises. Voilà. Voilà comment se situent nos deux monopans. Donc tout d'abord, ici j'ai commencé comme tout à l'heure par reprendre l'altitude de mes points en les envoyant sur ma pente. Une fois que j'avais la hauteur de mes ramènerais, je les replace sur l'élévation pour avoir ici la vraie grandeur de mon faîtage de pente et de ma sablière de pente. Et à partir de là, je retombe dans l'exercice de recherche de vue par bout, détaillé précédemment dans une vidéo qui était plutôt dédiée aux arrêtiers, mais le système est toujours le même. C'est-à-dire que l'on commence par tracer en premier une ligne de sol ici d'équerre à la pièce en plan. Peu importe que ce soit un arrêtier, une noue, un faîtage ou une sablière, on trace une ligne quelconque sur la vue en plan, donc elle pourrait être plus ou moins haut sur mon faîtage, mais d'équerre à ma pièce en plan jusqu'à venir croiser ici la sablière de mon versant. On peut également commencer d'abord par le trait en élévation et ensuite repartir en plan, ou comme je vous le conseille, d'abord sur la vue en plan et après sur l'élévation. Moi je vous conseille ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises et savoir exactement où est-ce qu'on va couper sur la sablière, parce que dans certains cas de figure, on a la mauvaise surprise de faire d'abord le trait en élévation et ensuite de le renvoyer en plan pour se rendre compte dans un second temps que notre trait sort de l'épure. Donc une fois qu'on a ce premier trait ici, d'équerre la pièce en plan à venir croiser la sablière, on le prolonge jusqu'à la ligne de trave en élévation. Peu importe que j'ai échassé mon élévation d'un côté et de l'autre, que j'ai fait glisser vers le haut ou vers le bas, on prolonge ce trait jusqu'à la ligne de trave en élévation. Donc là, ici, elle est symbolisée à cet endroit-là. Et donc, de ce point, je repars d'équerre à ma pièce en élévation. Et là, j'obtiens, donc si je renvoyais ce point sur la vue en plan, j'aurais mon plan de vue par bout en perspective, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux le recoucher à plat. Donc je vais pouvoir ici reprendre ma longueur et la recoucher. Hop. Donc soit en mesurant directement, soit d'un coup de compas, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle souvent un cymblot. Donc je vais cimbloter cette longueur sur ma ligne de trave. C'est cette longueur que je viens de recoucher. Et à partir de là, puisque moi j'ai échassé, je dois la renvoyer sur ma vue en plan. Donc je vais renvoyer
ce point d'équerre sur ma pièce en plan. Cette étape est souvent oubliée par certains et ça change vraiment l'angle de vue par bout. Donc il faut vraiment penser à renvoyer ça sur la vue en plan. Et ensuite, ce point de la vue en plan, je peux le renvoyer puisqu'il est revenu sur mon niveau 0, donc sur ma feuille, je peux le relier avec mon point bas qui est ici également au niveau 0. Et là, j'obtiens l'angle de vue par bout de mon faîtage de pente. Et à partir de là, je pourrais, puisque je suis en vue par bout, retracer les valeurs de chambrée réelles de mes chevrons, de mes pannes, etc., de toutes les pièces qui vont m'intéresser pour la recherche de coupe. Et j'ai également le délardement de mon faîtage. Même si c'était un faîtage, imaginons champ latté, j'aurai tous les angles nécessaires pour trouver mon délardement, peu importe dans quel sens il est. Donc ce que j'ai fait là, je vais le refaire sur tous les cas de figure. C'est-à-dire que ma sablière de pente, de la même manière, j'ai commencé par tracer un trait d'équerre à la pièce en plan à venir croiser ma sablière. Je l'ai prolongé jusqu'à ma ligne de trave. Là où elle tape la ligne de trave, je refais un trait d'équerre à l'élévation et je recouche. J'ai donc obtenu la vue par bout de ma sablière de pente. Donc toujours pareil, peu importe où est positionnée exactement ma sablière, si les chevrons viennent en barbe ou pas, ça c'est pas le sujet pour l'instant. Moi tout ce qui m'intéresse c'est de tracer le latis du versant en vue par bout. Et à partir de là, je peux me poser les questions de conception. Mais cette étape-là ne changera pas, elle dépend que de la pente du chantier. Voilà. C'est bon? Donc du coup, on passe sur les chevrons de rive-biais. Donc le système est le même, c'est pour ça que je vais un peu vite, là j'accélère, c'est la fin de la vidéo. On est toujours dans le même cas de figure. Vous pouvez vous réciter la leçon presque, même si tout n'est pas saisi dans toutes les subtilités, vous pouvez vraiment appliquer cette méthode en vous souvenant simplement que, comme par exemple pour ma rive qui est ici, j'ai fait un premier trait d'équerre à ma pièce en plan à venir croiser ma sablière. Là où ce trait coupe ma ligne de trave, si jamais il le coupe pas, je le prolonge. Si, imaginons, j'avais chassé dans l'autre sens, parce que là, j'ai fait le choix de chasser là, j'aurais pu chasser là, peu importe. Je prolonge mon trait jusqu'à ma ligne de trave, je repars d'équerre à ma pièce en élévation, je recouche au sol, et j'oublie pas de renvoyer si jamais j'ai chassé. Et ensuite, je relie, ce qui me donne là mon latis. Donc ici, j'ai tracé, moi, une pièce face à plomb, pour être à dévers, peu importe, c'était pour illustrer. Donc cette cote que je me suis permis de remettre ici, sur la vue par bout, c'est ma retombée de chevron. Et c'est justement parce que je suis en vue par bout que je peux me permettre de mettre cette retombée de chevron. Si on est sur un plan incliné, comme ce serait le cas par exemple sur la vue par bout du faîtage, là sur le chevron d'emprunt, on ne peut pas mettre directement les retombées quand on est sur des rives biaises. Donc je veux dire ici, si j'avais tracé la vue par bout de mon faîtage sur le plan incliné de ma rive biaise, j'aurai des valeurs de retombées différentes de la retombée réelle qui, elle, est d'équerre à la pièce. Bref, on y reviendra dans de prochaines vidéos. Donc, dernier exemple, ici j'avais une rive, j'ai choisi cette fois de les chasser en dehors du dessin, contrairement ici où j'ai recouché à l'intérieur pour éviter de sortir de ma feuille. Donc toujours pareil, un trait d'équerre à la vue en plan à venir croiser ma sablière. Donc j'aurais pu le faire plus ou moins loin, hein. Ici j'étais plus près du pied de chevron de biais, là je suis monté un peu plus haut. Donc tant que je ne sors pas de ma feuille, je peux aller comme ça presque jusqu'à la tête de mon chevron biais. Et ensuite, je repars là où ça tape la ligne de trave d'équerre l'élévation. Cette fois-ci, au lieu de recoucher vers le bas, j'ai recouché vers le haut. Ça ne changera absolument rien à mon angle. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça permet d'écarter la vue par bout du pas au sol. Donc on peut parfois alléger nos épures en recouchant comme ça les vues par bout vers la tête de la pièce. Ensuite, j'ai envoyé sur la vue en plan et j'ai retracé donc mon latis. Et à ce moment-là, peu importe que ce soit un arrêtier ou une houe, c'est juste un latis en vue par bout. Donc là, il se trouve que c'est un chevron biais. Cette fois-ci, j'ai encore remis ma chambrée de chevron. Et donc, j'ai pu placer la vue par bout complète de mon chevron biais, cette fois-ci disposée à dévers. Voilà. J'espère que cette fois-ci, vous êtes prêts à faire face à n'importe quelle recherche de vue par bout dans tous les cas de figure. Voilà, merci, bon courage, travaillez bien.